Bonjour à toutes et à tous. Je crois que nous sommes de nouveau en direct sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler avec deux invités, mais l'un après l'autre. Le premier vient de me rejoindre. C'est Thomas Cara, de la formidable chaîne YouTube SaltCube Analytics. Thomas, bienvenue. Problème? Bonjour. Pascal. Je crois qu'on a un peu d'écho. Je m'entends en double. Oui, je pense que le problème vient du fait que ma propre chaîne tourne en arrière-plan. Désolé pour ça, tout le monde. J'essaie encore de comprendre comment fonctionne le direct. J'ai appris qu'il faut que je coupe ma propre diffusion. Alors Thomas, bienvenue. Ravi d'être à nouveau ici. Merci Pascal. Nous avons déjà parlé plusieurs fois, mais jamais en direct, donc c'est une première. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore votre travail, vous avez cette excellente chaîne YouTube et vous êtes aussi écrivain. Vous avez récemment publié un nouvel article intitulé « The Gathering Storm », très belle image d'ailleurs, sur votre propre Substack, Thomas Karat Substack, intitulé « Manufacturing Consent Before the Bombs Drop ». C'est de cela que nous devons parler aujourd'hui. Les 30 premières minutes vous sont entièrement consacrées, puis nous serons rejoints par un ancien espion est-allemand, M. Rainer Rupp. Mais d'abord, parlons de votre article et de votre analyse, de ce que vous avez découvert en fouillant les sources en ligne à propos de ce qui se prépare avec l'Iran. Vous avez mis au jour pas mal de choses intéressantes dans cet article, n'est-ce pas? Oui, à ma propre surprise, je dois le dire. C'était une expérience pour moi aussi. J'ai utilisé une API, un agrégateur de nouvelles, et j'ai rassemblé environ 230 ou 240 articles, provenant, je crois, de 11 pays différents. Ensuite, j'ai commencé à les analyser. En réalité, je cherchais à étudier autre chose, le cadrage linguistique, qui est bien sûr également inclus dans l'article. Mais au-delà de cela, il y avait quelques résultats intéressants, car certaines choses se sont produites dans un laps de temps très court, entre le 27 et le 29 janvier, ce qui laissait entrevoir une attaque presque immédiate contre l'Iran qui pourrait encore se produire. Donc la conclusion était que dans un délai 7 à 14 jours, s'il ne désamorce pas la situation, l'Amérique attaquerait l'Iran. Mais j'ai une liste sous les yeux. Oui, allez-y. Oui, non, désolé. Parce que tu as regardé tous ces médias, n'est-ce pas? Y compris The Guardian, The New York Times, et ainsi de suite, et tous les titres qu'ils ont écrits. Et tous, d'abord, ont utilisé un langage étrangement similaire pour décrire ce qui se passe. Donc, en quelque sorte, il a dû y avoir une note de service qui a circulé sur la manière d'en parler. Mais ensuite, tout est sorti dans la même courte période. Peux-tu peut-être nous dire quel genre de langage a été utilisé et qui t'a fait penser « Oh wow, ils préparent quelque chose ici ». Oui, nous avons des cadrages intéressants, dans le sens où, je vais juste regarder le... Peut-être que tu peux le trouver. Non, je l'ai. Donc si les médias parlent de l'Iran, les médias occidentaux, on trouve des mots comme « menace », « averti », « refuse », « a le doigt sur la gâchette ». Tu vois, ce cadrage vraiment agressif. Et puis, quand on regarde comment les États-Unis sont décrits, les États-Unis, qui en réalité construisent une armada immense, c'est d'ailleurs le mot américain, armada, dans la région. Qu'est-ce qu'on trouve? Les États-Unis se préparent. Les États-Unis envisagent des options. Les États-Unis réagissent. D'un point de vue linguistique, c'est un cadrage défensif. Alors, quand on parle des titres, si vous me permettez, nous savons, d'après des études scientifiques, et je sais que vous le savez, que selon les médias, entre 60 et 85% des gens ne lisent que les titres. Ils ne lisent pas les articles en entier. Et nous le remarquons particulièrement sur les réseaux sociaux, où les agrégateurs, bien sûr, savent si vous partagez, disons, un article sans réellement le lire. Ils le savent. Nous pouvons donc mesurer cela avec une assez grande précision. En conséquence, et c'est d'ailleurs une vieille histoire pour les rédacteurs, n'est-ce pas?
Les médias accordent beaucoup d'importance, de réflexion et d'efforts à la formulation des titres, car ils savent à quel point ceux-ci sont essentiels. On peut donc déduire beaucoup de choses à partir des titres. C'était la partie linguistique. Et la manière de présenter les choses est bien sûr intéressante. Le fait de la qualifier d'armada m'a toujours semblé assez curieux. D'un côté, oui, une armada désigne un grand nombre de navires. De l'autre, je me demandais, vous savez, l'armada est surtout célèbre pour avoir été coulée au large des côtes britanniques, n'est-ce pas? C'était la marine espagnole qui s'y était rassemblée et qui a ensuite été détruite par une tempête, si je ne me trompe pas. Elle a en gros sombré au fond de l'océan. Maintenant, avec les États-Unis, ce n'est sans doute qu'un vœu pieux. Mais qu'avez-vous tiré comme enseignement supplémentaire de l'examen de ces près de 200 articles? Oui, j'ai quelques points essentiels, mais je voudrais dire une chose à propos de Armada et de Unsinkable. L'Iran possède des missiles supersoniques, et c'est une opinion, pas une recherche, oui. Mais je crois vraiment que l'Iran a la capacité, s'il le voulait vraiment, d'endommager sérieusement un super porte-avions américain. Le concept même de ces immenses navires gigantesques à l'ère des missiles hypersoniques est dépassé. Je veux dire, je n'ai aucune envie de voir un super porte-avions à propulsion nucléaire au fond de la mer. Pourquoi? Nous savons, grâce à Tchernobyl, que j'ai suivi de très près à l'époque, que les Russes ont dû construire une structure en béton en dessous pour l'empêcher d'atteindre l'eau. Si ce cœur nucléaire en fusion avait atteint l'eau, l'Europe aurait disparu. C'est pourquoi je dis qu'un super porte-avions à propulsion nucléaire, si l'un d'eux venait à couler et à se retrouver endommagé au fond de la mer, je ne sais pas si quelqu'un sait vraiment ce qui se passerait. Donc, c'est à propos de l'Armada. Maintenant, pour revenir à votre question, j'ai quelques points essentiels ici. Tout d'abord, il s'est passé des choses très intéressantes pendant cette période de 48 heures. Du 27 au 29, nous avons eu plusieurs événements synchronisés. L'Abraham Lincoln, je crois que c'est le super porte-avions qui a été déployé, n'est-ce pas? Le temps presse. Cette urgence est aussi une question de langage. Si vous y prêtez attention dans les médias, c'est le temps presse, dernière chance, ou dans la communication, avec des offres limitées dans le temps, ce genre de choses. J'ai une question à ce sujet. As-tu découvert qui a eu cette idée? Parce que tu vois, je me souviens d'avoir lu ces gros titres et d'avoir pensé qu'ils ne faisaient que répéter ce que disait la Maison-Blanche. Mais la Maison-Blanche n'a en réalité menacé l'Iran qu'une ou deux fois. Le temps est compté. Ensuite, tout le monde a repris cette phrase et l'a traitée comme une sorte d'échéance sacrée, comme si c'était maintenant ou jamais. Ils se sont tous mis à agir avec ce sentiment d'urgence. Encore une fois, la psychologie évolutionniste. Cela oriente notre attention depuis le tronc cérébral. Nous avons 3 cerveaux, je dis toujours. Le premier est le tronc cérébral. Ensuite vient le système limbique, les émotions, et enfin la partie rationnelle. Il faut traiter l'information dans cet ordre si l'on veut créer certains schémas. D'abord, le tronc cérébral, quelque chose de différent, quelque chose d'effrayant, par exemple. Puis, le niveau émotionnel. Et à la fin, la dernière chose à laquelle on s'adresse, c'est le néocortex. Il faut le faire dans cet ordre. Le tronc cérébral réagit aux urgences. C'est ce qui attire l'attention, n'est-ce pas? Donc oui, donc ça. Mais tu penses que c'est la Maison-Blanche qui a diffusé ça? Et ensuite les journaux, tu sais, ils sont juste très, disons, impatients de créer une sorte de lectorat. Alors ils publient tout et donnent cette impression. C'est un mélange. C'est un mélange.
C'est imminent. Tout d'abord, je crois vraiment qu'il y a une synchronicité. C'est aussi dans mon article. Il y a simplement trop de convergence. Vous savez, avec un ou deux médias, ou même des pays, on pourrait l'expliquer par des choix éditoriaux. Mais à cette échelle, à travers les médias occidentaux, je pense que c'est une preuve claire de coopération. Je ne crois pas qu'il y ait le moindre doute à ce sujet. Et il y a plus. Les gardiens de la révolution iranienne sont une organisation terroriste. Dans ce laps de temps de 48 heures, normalement, cela prendrait réunion après réunion après réunion. Le chancelier allemand Merz a utilisé le même langage que Trump. La place de l'Iran. Le sentiment d'urgence. Donc je pense qu'il y a clairement eu une certaine coopération. Oui, et ça ne fait que quelques... Ce n'est pas si vieux que ça que les États-Unis ont désigné. Non, attends. Quand est-ce que les États-Unis ont désigné l'armée iranienne? Il n'y a pas si longtemps, hein? Oui, il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Juste il y a quelques semaines, non? Et ensuite, les Européens ont suivi, mais ils l'ont fait dans cette période très inquiétante. Du 27 au 29, n'est-ce pas? Avant le week-end, en fait, non? Oui, oui. Ensuite, si tu veux que j'aille plus loin dans ce que j'ai trouvé ici, l'étape suivante, c'est la multiplication des justifications, non? Et c'est intéressant, parce qu'on a vu la même chose en Irak aussi, non? Il y a un glissement dans la justification initiale. Enfin, la justification officielle passe de l'application de l'accord nucléaire au soutien des manifestants, puis à la lutte contre le terrorisme, et maintenant au changement de régime. Donc, quand ils font ça, je veux dire, encore une fois, c'est une stratégie très précise. Ils lancent tout ce qu'ils peuvent contre le mur pour voir ce qui colle, c'est-à-dire ce à quoi leur propre population réagit le mieux, non? Donc cette multiplication des justifications, si tu la vois dans les médias, c'est clairement un signal d'alerte, non? Oui, je veux dire, la seule chose, bien sûr, c'est que ce sont les États-Unis qui renforcent leur marine face à l'Iran. Ce n'est pas comme si l'Iran stationnait un porte-avions quelque part, n'est-ce pas? Les médias occidentaux ont ce problème étrange. D'un côté, ils doivent présenter et décrire l'Iran comme le méchant et les États-Unis comme le gentil, alors qu'en réalité, ce que l'on voit, c'est une violation du droit international par les États-Unis. Parce que non seulement une attaque est interdite par la Charte des Nations Unies, mais même la menace de recourir à la force est interdite. Nous avons eu le ministre iranien des Affaires étrangères ce week-end sur Twitter X se plaignant que les États-Unis publient des messages disant que leur armée devrait se comporter de manière plus responsable, parce qu'apparemment, la marine iranienne est trop proche de la marine américaine. C'est irresponsable. Et il s'en plaint et s'en moque parce que cela mérite d'être tourné en dérision. Mais cela met les médias européens dans une position embarrassante, n'est-ce pas? Peux-tu peut-être parler un peu plus de la façon dont ils ont essayé de se sortir de cette situation avec leur cadrage? Le public occidental, vous savez, quand on parle de ce sujet, il faut être vraiment prudent, parce qu'au moment où l'on mentionne la propagande, on est immédiatement rangé dans une certaine catégorie. Parce que le public occidental croit, à tort ou de manière erronée, que la propagande est quelque chose qui se produit dans des endroits comme la Corée du Nord ou la Russie. Mais nous, l'Occident, le monde libre, nos médias, eux, feraient de la propagande. Il y a un décalage total, n'est-ce pas? C'est aussi pour cela que les médias occidentaux peuvent se permettre certaines choses qui feraient simplement sourire. Par exemple, des gens de l'ex-Yougoslavie, parce qu'ils savent que c'est de la propagande, n'est-ce pas? Donc, ce cadrage constant, et encore une fois, d'un point de vue psychologique, cette répétition constante que l'on entend sur toutes les chaînes, c'est intentionnel. Parce qu'il existe encore une fois des études scientifiques très intéressantes
qui montre que si l'on entend un argument à plusieurs reprises, même sans en avoir conscience, la probabilité de l'accepter comme vrai augmente avec le temps, n'est-ce pas? Même si, au tout début, on y était opposé, ou qu'on n'y croyait pas. C'est très intéressant. Tout cela se passe à un niveau subconscient, mais c'est très efficace. Les politiciens le savent, les spin doctors le savent, et les agences de relations publiques le savent aussi. Si vous me permettez, très brièvement, j'ai interviewé il y a 1 ou 2 ans la directrice générale d'une agence de relations publiques allemande, Gesa Lischka. Extrêmement intéressant, car elle explique vraiment comment tout cela fonctionne du point de vue d'une agence de relations publiques. Très efficace. Oui, et nous confondons, bien sûr, la répétition ou la familiarité avec la réalité ou la vérité, n'est-ce pas? Mais c'est aussi quelque chose qui se produit très facilement. Je m'en suis rendu compte lorsque je faisais un reportage sur l'intervention des États-Unis au Venezuela, l'enlèvement de M. Maduro. Quand cette nouvelle est sortie, nos médias occidentaux ont utilisé le mot « capture ». Ils ont dit qu'ils avaient capturé Maduro. Et moi, sans m'en rendre compte, j'ai répété ce mot. J'ai dit « Oh, Maduro aurait été capturé ». Mais cela fait déjà partie du cadrage, bien sûr. Ce n'est que plus tard, une fois mon article publié, que j'ai compris que j'étais tombé dans le piège de répéter un cadrage imposé. Donc, au lieu d'utiliser le mot « enlèvement » ou « kidnapping », ou tout autre terme qui mettrait en évidence l'illégalité de tout cela, on emploie une expression neutre, ce qui n'est vraiment pas justifié. Groenland, en un seul mot, le Groenland sera acquis. C'était la formulation initiale qu'ils ont utilisée. Le Groenland sera acquis. Exactement. C'est écœurant. C'est absolument écœurant. Mais oui, je veux dire, ça nous rappelle tellement l'attaque non provoquée, n'est-ce pas? L'attaque non provoquée de la Russie. Classique. Classique. Les grands classiques. Alors, quels sont les grands classiques qu'ils essaient apparemment de ressortir maintenant à propos de l'Iran? J'ai déjà dit que la présentation du côté américain est défensive, tandis que celle de l'Iran est agressive. Et cela va continuer. On peut changer les mots, mais le cadrage général qui s'imprime dans le subconscient, c'est que l'Iran est l'agresseur, pas les États-Unis. Si l'on parle du cadrage sélectif des médias, ce qui est également intéressant, c'est ce qui manque. D'après les articles que j'ai trouvés, le point de vue chinois, le point de vue russe, la perspective turque, celle des États arabes. Tout cela est complètement absent des médias occidentaux. Il faut être précis. Cela ne veut pas dire que ces pays ne rendent pas compte de la situation. Mais, dans les médias occidentaux, leurs points de vue ne sont pas intégrés à notre récit. Ils sont complètement effacés. Nous ne savons pas, le public occidental n'a pas le droit de savoir, comment les Chinois, les Russes, les Turcs ou la plupart des États arabes du Golfe perçoivent ce qui se passe dans le Golfe Persique, n'est-ce pas? Oui, je veux dire, même en Europe, les voix russes, les plus populaires en anglais, RT et Sputnik, sont interdites, non? Donc nous n'y avons pas accès. Et c'est bien là toute l'idée du contrôle d'une infosphère. Non seulement les informations, ce qui est rapporté, sont sous contrôle, mais aussi la manière dont elles sont présentées. Oui, donc les voix absentes, tu écris dans ton article, à juste titre, comme toutes celles de Xinhua et de CGTN, etc. Elles ne sont tout simplement pas relayées. Qu'est-ce qui manque d'autre, en fait, dans les discussions des médias occidentaux? Je ne suis pas sûr de comprendre où tu veux en venir. Désolé. Tu écris sur les voix absentes, mais quels autres éléments manquent dans la façon dont l'Occident rapporte les choses? Les conséquences potentielles si les États-Unis attaquent l'Iran. Je veux dire, les gens ne comprennent pas que cela pourrait enflammer tout le Moyen-Orient, non? Alors, parlons d'économie. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant.
Mais revenons-y plus tard. Sur le plan économique, n'est-ce pas? Et je ne l'ai pas fait, parce que dans mes recherches, je ne suis pas vraiment un expert en économie ou en finance. Mais une chose m'a frappé. Une ère d'incertitude et le risque de perturber l'approvisionnement en pétrole. Le risque sérieux de perturber l'approvisionnement en pétrole rend logique que les prix du pétrole augmentent. Mais normalement, quand nous connaissons une insécurité accrue ou des tensions géopolitiques, que font l'or et l'argent? Eh bien, eux aussi montent. Alors, que s'est-il passé entre les 27, 29 et 30 janvier? L'or a chuté de 37% et le pétrole de 12%. Il y a quelque chose d'étrange ici. J'ai vérifié moi-même. Aux Pays-Bas, si je veux acheter de l'or ou de l'argent maintenant, je dois attendre entre 6 et 12 semaines. Et sur les sites de ces revendeurs, ils indiquent qu'en raison d'une forte demande, leurs délais de réponse sont plus longs, n'est-ce pas? Donc il y a une véritable ruée sur l'or et l'argent physique. Et pourtant le prix, 37% pour l'argent, 12% pour l'or, a baissé. Quelque chose ne tourne pas rond. Je ne sais pas qui manipule quoi en coulisses. Encore une fois, je ne suis pas un expert du sujet, mais c'était une découverte surprenante à laquelle je ne m'attendais pas du tout. J'ai une amie qui travaille pour l'une des sociétés d'investissement et elle m'a envoyé un message vendredi en disant qu'elle interprète la baisse du prix de l'or comme une réaction à la nomination par Donald Trump d'un partisan d'une politique monétaire stricte à la Fed. C'est l'explication officielle que nous entendons dans les médias traditionnels. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Comment fais-tu? Je veux dire, ce sont des forces du marché. Je n'irai pas jusqu'à croire que les États-Unis seraient capables, tu sais, de manipuler délibérément le cours de l'or. Mais bien sûr, leur décision serait... Donc, les prix de l'or et de l'argent, si vous regardez bien, sont réprimés depuis des décennies. Je veux dire, c'est connu. Et je ne suis pas tellement intéressé par le fait qu'ils soient réprimés ou non. Ce qui m'intéresse, ce sont les raisons, ce qu'il y a derrière tout ça. Et une chose, encore une fois, je ne suis pas un expert ici, c'est que le système de monnaie fiduciaire, la monnaie fiduciaire, les gars, renseignez-vous, ne tient qu'à un fil, pas à un cheveu, à un nanofil, tellement fin. C'est quoi maintenant? 38 000 milliards, quelque chose comme ça. Les États-Unis sont endettés. Ils doivent dépenser 20% de leur PIB juste pour payer les intérêts. Donc, quelque chose va se passer. Et on voit aussi maintenant cette poussée universelle en Europe, mais aussi, oui, surtout en Europe, pour passer à l'euro numérique, en gros, aux monnaies numériques de banque centrale, les CBDC, n'est-ce pas? Oui. Donc, il y a quelque chose en arrière-plan. Il se passe quelque chose ici. Encore une fois, je ne suis pas un expert, mais c'est quelque chose que je ne m'attendais pas à découvrir. C'est très intéressant ce qui s'est passé le week-end dernier. Et vous savez, l'une des choses dont les gens parlaient vendredi, c'était de savoir si, après la fermeture de la bourse de New York vendredi soir, ce serait le moment où l'attaque pourrait avoir lieu. Maintenant, ce que nous savons entre-temps, c'est que les États-Unis semblent encore se préparer. Je veux dire, ils ne semblent pas avoir toutes leurs forces en place en Iran. Je ne connais pas assez bien le déploiement militaire réel pour en parler en détail, mais s'il devait y avoir une attaque, il serait en fait logique de la lancer un vendredi soir, quand il reste 2 jours avant la réouverture des marchés, parce que les prix du pétrole réagiraient immédiatement et très fortement, n'est-ce pas? Mais poursuivons peut-être un peu avec vos conclusions. Car vous avez dit que tout ce qui se passe avec l'Iran doit être interprété ou compris dans le cadre du schéma de l'Irak et de la Libye. Oui, absolument. Nous avons déjà vu exactement le même schéma auparavant. Tous les points que j'ai mentionnés, nous les avons déjà observés. Maintenant,
Avant que j'oublie, j'ai un autre document à côté de moi. J'ai préparé pour vos téléspectateurs une sorte de guide pratique. Désolé, il est encore tôt pour moi, je suis déjà en train de perdre la voix. J'ai préparé un PDF, un guide pratique, pour montrer à vos téléspectateurs comment ils peuvent appliquer eux-mêmes ce type d'analyse. Ce n'est pas très complexe, juste une page ou une page et demie, mais une fois que vous connaissez ce genre de choses, vous pouvez les appliquer à n'importe quoi. À l'Ukraine, à la Chine, à la politique locale, peu importe, n'est-ce pas? Donc, quel que soit le sujet, vous pouvez appliquer ce type de technique. Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Mais nous en avons déjà parlé pour le PAF. Désolé, celle que nous venons juste de passer. Oui, tu sais. Oui, c'est vrai. Alors, si tu te souviens, la compression temporelle, quand tu vois beaucoup de choses se produire en un laps de temps relativement court, et quand tu multiplies les justifications, c'est très facile à repérer. Le cadrage sélectif, qui est entendu et qui est omis. Je veux dire, ce sont des signaux d'alerte absolus. Puis les signaux de marché contradictoires, comme nous en avons eu avec la hausse des prix du pétrole. Logique, mais la baisse des métaux précieux. Ce genre de choses. Surtout l'urgence artificielle. Je crois avoir compté 16 gros titres disant « le temps presse, les jours sont comptés », ce genre de formule. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que grâce à l'IA, je peux extraire cela dans plusieurs langues. Tout cela fait partie de ce que j'appelle la multiplication des justifications. Très, très intéressant. Donc, les 22 et 23 janvier, les négociations sur le programme nucléaire ont échoué. Puis, les 27 et 28, encore une fois, ce sont les justifications qu'ils essayent d'utiliser. Intervention humanitaire. Nous devons protéger les manifestants. Puis soudainement, c'était la lutte contre le terrorisme. Les gardiens de la révolution islamique sont désormais une organisation terroriste qui est entrée en jeu. Les 29 et 28 janvier, impératif moral, vous savez, le régime est désormais maléfique, ce genre de choses. Donc plusieurs justifications pour la même cause. C'est clairement un signal d'alarme. Et encore une fois, qui n'entend pas? Vous voyez des articles venant de Chine, de Russie, peu importe, nous l'avons déjà dit. Je n'avais, je crois, que 4 titres russes dans tout mon ensemble de données. 1,7%. Une couverture minimale du monde arabe, ce qui est compréhensible. J'ai des contacts étroits en Jordanie. La Jordanie, encore une fois, semble être en accord avec ce que les Américains prévoient. Et j'aimerais ajouter, j'étais en Jordanie lorsque les missiles iraniens, la première fois, pas la dernière, la première fois, ont survolé la Jordanie pour frapper Israël. Nous étions si proches que les maisons tremblaient. La Jordanie est donc en plein centre de tout cela. Je comprends parfaitement pourquoi on n'entend aucune voix venant de pays comme la Jordanie. Et encore une fois, je sais que je résume maintenant. La mise en scène de la symétrie. L'Iran menace, la Russie refuse, et l'Amérique, bien sûr, prépare des moyens et des options. Observez ce genre de choses. Si vous faites cela, vous disposez d'une sorte de super-pouvoir que vous pouvez appliquer à n'importe quel sujet. Oui, donc en fait, il faut vraiment prêter attention au cadrage et aux méthodes utilisées pour cette couverture médiatique. Mais toi, qu'en penses-tu? Puisque tu as écrit que tu t'attendais à une sorte de fenêtre de 14 jours pendant laquelle une attaque pourrait avoir lieu ou non, quelle est ton opinion à ce sujet? C'est une question délicate. Ce matin encore, j'ai essayé d'obtenir un peu plus d'informations. Mettre en place un tel renforcement militaire massif est une entreprise très coûteuse, même pour les États-Unis. Ces super porte-avions, je ne sais pas combien ils coûtent par jour, mais aussi, sur le plan psychologique, je veux dire, il y a des gens à bord qui se préparent mentalement à partir en guerre. Non?
Partir en guerre, vous savez, les Américains, quand sont-ils vraiment partis en guerre pour la dernière fois? C'était pendant la Seconde Guerre mondiale. N'oubliez pas ceci, l'Amérique, depuis la Seconde Guerre mondiale, n'a pas vraiment été en guerre. Ces types d'actes d'agression, comme en Irak par exemple, où ils ont tué au moins 1 million d'Irakiens et affamé à mort au moins un demi-million d'enfants irakiens, ce que Madeleine Albright a déclaré à la télévision trouvé justifié. Ce ne sont pas des guerres. Ce sont des bombardements. C'est ce qu'Israël fait au-dessus de Gaza. Il n'y a personne dans le ciel pour s'y opposer. Ils volent en totale suprématie et larguent quelques bombes. L'Iran pourrait être différent, non? Et il y a deux aspects à cela. D'un côté, bien sûr, les États-Unis aiment présenter leurs actions comme pacifiques et menées en défense de valeurs universelles. De l'autre, il y a aussi une logique interne, car selon la Constitution américaine, seul le Congrès a le pouvoir de déclarer la guerre, n'est-ce pas? Donc, en réalité, le président américain devrait se rendre devant le Congrès et dire quelque chose comme « Hey les gars, pouvez-vous s'il vous plaît ratifier notre petite entreprise guerrière ici ?» Et ils ne l'ont plus jamais fait, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, cela a toujours été une décision de l'exécutif de faire ce genre de choses. Je veux dire, une des idées un peu tordues qu'on pourrait avoir, c'est que, bien sûr, ce que les États-Unis veulent, c'est provoquer l'Iran pour qu'il coule un de leurs navires, afin de pouvoir ensuite invoquer la légitime défense. Golfe du Tonkin. Golfe du Tonkin. Le bon vieux golfe du Tonkin. Ouais, vieux scénario. Ouais, rien de nouveau à ce niveau-là. Mais je pense qu'ils deviennent de plus en plus mauvais à ce jeu. Je veux dire encore une fois, tu as démonté tout cela avec beaucoup d'éloquence et d'élégance. Mais cette fois, toute la mise en scène semble être, eh bien, même les médias occidentaux ont énormément de mal à enjoliver autant ce gros cochon. J'adore cette expression. C'était quoi déjà? Palin? Enfin bref, oui. Donc ça devient plus difficile parce que les gens sont de plus en plus instruits. Pas assez vite, pas suffisamment, mais tout de même de plus en plus instruits, grâce aux réseaux sociaux. C'est pour ça que Netanyahou et son équipe sont très en retard maintenant avec Twitter, avec tout ce repositionnement de Twitter et l'achat par Larry Ellison. Ce serait une autre histoire. Enfin, ce qu'ils font tous, oui, donc, guerre de l'information, mot-clé, guerre cognitive. Laisse-moi glisser ça rapidement. Guerre cognitive. Il y a un document, je l'ai. Pour les lecteurs, je peux le faire circuler. La guerre cognitive. L'OTAN considère désormais le cerveau de sa propre population comme le prochain champ de bataille. Ce sont leurs propres mots. Et ils le font par des moyens psychologiques extrêmement sophistiqués et à travers toutes sortes de canaux différents. Ainsi, la guerre cognitive est utilisée pour influencer la population de l'OTAN afin qu'elle accepte les guerres à venir, que nous verrons. Malheureusement, c'est ma conclusion. Nous entrons dans une période très difficile, avec beaucoup de bouleversements et de changements. Oui, c'est quelque chose dont je suis convaincu. Oui. C'est peut-être, nous avons beaucoup de chance, car nous sommes rejoints en ce moment par notre deuxième invité du jour, notre collègue allemand. Je vais l'ajouter à la scène maintenant, Rainer Rupp, qui nous rejoint à nouveau depuis l'Allemagne. Très brièvement, Rainer a travaillé pour l'OTAN dans les années 1970, de 1967 jusqu'à l'effondrement du bloc de l'Est. En réalité, un peu plus longtemps encore. Il transmettait des renseignements à l'Allemagne de l'Est. Il était donc un espion actif et a ensuite passé 7 ans en prison pour espionnage. Rainer, bienvenue sur notre diffusion en direct. Heureux d'être ici. Bonjour.
L'autre invité ici est Thomas Karat. Nous venons de discuter de l'un de ses articles et il a souligné que non seulement nous sommes manipulés par les grands médias avec d'énormes quantités de propagande pro-guerre, mais que cette guerre cognitive menée par l'OTAN est en train de se dérouler en ce moment même pour préparer les esprits à l'idée d'une guerre avec l'Iran. Êtes-vous d'accord avec cela? Oui, je suis tout à fait d'accord avec cela, mais ce n'est rien de nouveau dans le cas de l'OTAN. Avec l'Iran, cela remonte aussi loin que je m'en souvienne. Nous avons déjà vu ce genre d'accumulation menaçante de groupes aéronavals et ainsi de suite, afin de forcer des négociations. Je veux dire, ils ne veulent pas vraiment négocier. Ils veulent un changement de régime. Je compare toujours cela au fait de pointer une arme sur la tête de quelqu'un en disant « Je veux juste te parler ». Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'à chaque fois, ce sont les civils, les politiciens aux États-Unis, qui poussent l'armée à adopter ces positions horribles et menaçantes. Il y avait 2 groupes de combat de porte-avions, et dans les pays environnants, ils concentraient leurs forces en faisant venir des bombardiers et des avions afin d'accroître leur capacité à frapper l'Irak. C'était en 2007. Puis, en 2012, sous Obama, nous avions 3 groupes aéronavals faisant face à l'Iran, en plus de tous les avions stationnés sur les bases aériennes voisines, et ainsi de suite. Chaque fois, l'armée américaine disait « Non, non, ça suffit. Nous ne voulons pas nous battre. » Et ils ne voulaient pas se battre pour de bonnes raisons. En fait, en 2012, il y a eu une situation unique. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Il y avait les 4, enfin, aux États-Unis, vous avez 4, je ne trouve plus le mot anglais, Waffengattung, c'est-à-dire les branches des forces armées. Nous avons l'armée de terre, les services armés. Nous avons l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et en tant que corps armé distinct, les marines. Chacun de ces services possède un chef d'état-major et parmi ces 4 chefs, 3 ont pris publiquement position en déclarant « Nous ne voulons pas combattre l'Iran, c'est trop dangereux ». Le seul qui y était favorable était, bien sûr, celui de l'armée de l'air. Il est clair que les Américains ont ce dicton. L'armée de l'air ne fait pas de veuves ni d'orphelins. En effet, elle n'a jamais subi autant de pertes que par exemple la marine, les marines ou l'armée de terre. Ils montent dans leurs avions, larguent quelques bombes et rentrent à 4 heures pour un gin tonic au mess des officiers. Voilà l'attitude des courageux pilotes américains. Mais dans chaque cas, cela n'a pas abouti à un affrontement. Maintenant, le point que j'essaie de souligner est le suivant. Aujourd'hui, la super-duper, merveilleuse, formidable armada de Trump navigue de manière menaçante vers l'Iran. Et elle est moins puissante que jamais, moins qu'aux fois précédentes, à un moment où l'Iran est plus fort que jamais. La seule chose dangereuse dans toute cette situation, c'est qu'on ne peut pas calculer, ni attendre, un comportement rationnel de la part de Trump, car il devient de plus en plus irrationnel. Ce que nous savons de Trump, et je le suis depuis le début, pas seulement depuis ce revirement, c'est qu'il ne veut pas s'engager dans une longue guerre. Le problème, c'est que les Iraniens ont déclaré que si on les frappait à nouveau, ils iraient jusqu'au bout. Et autant que je sache, et je l'ai aussi entendu dire, même si je ne peux pas le confirmer, Mearsheimer a récemment affirmé que lorsque Netanyahou est venu aux États-Unis l'autre jour, ce n'était pas pour encourager Trump à déclencher une nouvelle guerre contre l'Iran, mais tout le contraire, parce que les Israéliens ne sont pas prêts. Or, je me préparais justement pour cette intervention, en ressortant un rapport du Congrès rédigé par le Congressional Research Service pour mes archives. Archive and just to point out what
Et juste pour préciser, eh bien, vous savez ce que sont les THAAD, les intercepteurs du système de défense Terminal High Altitude Area Defense. Ils sont censés être ultra performants, encore meilleurs que les Patriots, puisque les Patriots sont de toute façon considérés comme inefficaces. Cela provient du Congressional Research Service, un document du Congrès, qui indique que les intercepteurs THAAD représentaient presque la moitié de tous les intercepteurs américains et israéliens utilisés pour protéger Israël contre les missiles balistiques iraniens de moyenne portée. L'étude estime que 92 intercepteurs THAAD ont été utilisés pendant le conflit, sur un stock total américain d'environ 632 intercepteurs. Donc, au total, cela représente environ 15% d'entre eux, utilisés contre les intercepteurs israéliens. Maintenant, le point le plus intéressant, et je ne vais pas m'étendre beaucoup plus, c'est qu'il pourrait falloir de 3 à 8 ans pour reconstituer le stock d'intercepteurs THAAD. 3 à 8 ans. Chaque intercepteur est évalué à 12,7 millions de dollars et la demande totale d'acquisition pour cette année, la demande budgétaire officielle, porte sur 37 intercepteurs pour un total de 840 millions de dollars. Cela ne signifie pas qu'ils seront disponibles immédiatement, donc ça prendra pas mal de temps. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Mais alors Thomas, peut-être que tu peux intervenir ici. Je veux dire, si on combine cela avec ce que Thomas a dit, l'argument selon lequel le battage médiatique est incessant et crée ce sentiment d'urgence, qu'est-ce que cela nous dit, Thomas? C'est une bonne question. Je suis tout à fait d'accord. J'ai aussi entendu Mishama dire que Netanyahou avait en fait supplié Trump de ne pas attaquer pour le moment. D'un autre côté, le déploiement que nous voyons ici est énorme. Ils ne peuvent pas maintenir cela très longtemps. Donc si Trump est au courant de ce que Rainer vient de dire, cela pourrait indiquer, disons, une diplomatie de puissance, si on peut l'appeler ainsi, visant à faire monter la pression pour atteindre un certain objectif. Je ne sais pas. Je ne sais pas. René, qu'en penses-tu? S'ils ne sont pas prêts, et si, pour toi, il est clair qu'ils ne le sont pas, alors quelle est la stratégie? Je veux dire, c'est un peu idiot de se présenter avec une force plus petite que celle utilisée auparavant, alors qu'ils n'avaient déjà pas attaqué. Souffrent-ils de ce syndrome du Venezuela, où ils pensent qu'en ayant suffisamment de moyens, ils peuvent d'une manière ou d'une autre faire passer leur message et imposer leurs exigences? Je l'ai simplement formulé ainsi. Seul un civil ou quelqu'un dans l'armée qui a fumé quelque chose, qui, je suppose, arrive de temps en temps, pourrait en arriver à une telle conclusion. Mais vous parlez de stratégie. Quelle était la stratégie au Venezuela? Voyez-vous, environ 6 mois avant l'opération spéciale russe en Ukraine, il y a eu un très long article de nombreuses pages dans le New York Times où des militaires, des politiciens et le Pentagone se vantaient de ce qu'ils avaient accompli au cours des dernières décennies. Ils avaient réussi, pour le dire très brièvement, à pouvoir n'importe où dans le monde faire le genre de choses qui s'est produite au Venezuela. 60 000 hommes en armes, la moitié appartenant aux forces spéciales, formées pour des types d'opérations très spécifiques sous la tutelle du Pentagone, l'autre moitié sous le commandement de la CIA. Ils devaient agir ensemble, se coordonner selon la mission, capables d'aller n'importe où dans le monde et d'en repartir en moins de 24 heures, pour enlever quelqu'un, éliminer quelqu'un ou autre chose. C'est ainsi qu'ils imaginaient l'avenir de la guerre. Ils s'y préparaient depuis la fin de la guerre froide et depuis 2007, depuis que Poutine avait été tourné en ridicule. La risée, je crois que c'était à Munich.
À Munich, il a fait une remarque, quelque chose comme « Vous pouvez rentrer chez vous, nous ne voulons pas discuter avec vous, vous devez faire ce que nous vous disons. » Les choses ont changé après cela. Et il faut se souvenir, et je m'en souviens très bien, comment les plans, par exemple, dans la science militaire russe, montraient des avancées absolument stupéfiantes que nous voyons maintenant déployées sur le terrain. Seulement, à l'époque où ces percées théoriques ont été réalisées, les Russes ou les Soviétiques n'avaient pas les moyens de miniaturiser ces choses. Pendant ce temps, les avancées numériques permettent la miniaturisation de ces systèmes et ils sont désormais utilisés dans la guerre électronique, dans toutes sortes d'applications. Les missiles hypersoniques, par exemple, ou un missile sous-marin se déplaçant à l'intérieur d'une bulle de gaz ou de plasma. D'ailleurs, les Iraniens en disposent aussi. Le nom de code de l'OTAN le désignait comme un tueur de porte-avions, conçu pour se déplacer sous l'eau dans cette couche de plasma. Les seuls pays ayant réussi à le faire sont les Soviétiques, aujourd'hui les Russes, et les Iraniens. Pourquoi les Iraniens ? Parce qu'à l'effondrement du complexe militaro-industriel soviétique, une grande partie de l'expertise et de la technologie s'est dispersée à travers les anciennes républiques soviétiques, y compris celles d'Asie centrale. Ils ont préféré, enfin les Iraniens n'étaient pas stupides. Ils ont dit, allez, vous pouvez avoir du bon travail ici. Ils ont donc préféré travailler en Iran plutôt que d'être chauffeur de taxi à Moscou, comme beaucoup de ces personnes hautement qualifiées devaient le faire pour gagner leur vie. Ainsi, le Shkval est également arrivé en Iran. Il porte un autre nom de code, il a été davantage développé, et il se déplace sous l'eau à une vitesse d'environ 360 km/h. Son seul inconvénient est que sa portée n'est pas très grande et qu'il fait énormément de bruit, mais il peut être tiré depuis un petit bateau. Et les Iraniens se sont exercés à des attaques en essaim avec ces petites embarcations. Donc vous voyez, les navires américains sont vraiment en danger s'ils s'approchent trop près. Penses-tu que les Américains essaient de pousser les Iraniens à tirer le premier coup? Tu sais, Thomas a fait remarquer que le porte-avions actuellement stationné devant l'Iran est à propulsion nucléaire. Donc l'attaquer pourrait potentiellement provoquer une catastrophe écologique. Eh bien, cela a toujours été, je veux dire, le modus operandi des Américains. Provoquer quelqu'un au point que l'autre camp tire le premier coup de feu. Je veux dire, c'est ce qui s'est passé à Pearl Harbor. Oui, cela n'est pas tombé du ciel, comme disent les Américains. Non, les Américains ont essayé d'étrangler les Japonais. Je ne défends pas les fascistes ou impérialistes japonais de l'époque. Ils ont commis des atrocités en Chine et dans la région. Mais les Américains ont tenté de les étouffer, de couper le Japon de son approvisionnement en pétrole, et ainsi de suite. Alors, qu'ont-ils fait? Ils ont utilisé la marine pour bloquer l'accès du Japon à ses ressources. Et qu'ont fait les Japonais? Ils ont pensé pouvoir éliminer la menace en détruisant la flotte du Pacifique à Hawaï, ce qu'ils n'ont pas très bien réussi à faire. D'accord. Thomas, veux-tu intervenir? Ils mettent tellement de pression sur quelqu'un qu'au final, tu réagis. Et ensuite, c'est « Oh, on nous a attaqués. On nous a attaqués. » Oui, donc encore une fois, comme l'a dit Rainer, désolé, nous en avons déjà parlé. C'est la vieille méthode. Ce n'est pas nouveau. Nous l'avons déjà vu par le passé, n'est-ce pas? Mais cela va de pair avec une grande attention médiatique en Occident, en réalité. Et désolé Rainer, Thomas disait que c'est un manuel, n'est-ce pas? Nous avons déjà vu tout cela auparavant. Mais cela s'accompagne aussi d'un fort signalement public.
J'étais à Vancouver il y a tout juste une semaine pour une conférence et il y avait une manifestation relativement importante. 5-6 000 personnes, facilement. Des Iraniens, beaucoup d'Iraniens et de Canadiens qui disaient des choses comme « Trump, Trump, commence maintenant, commence maintenant. Le changement de régime doit arriver. » Une bonne partie de la population adhère donc à l'idée que le changement de régime n'est plus seulement un luxe, mais une question humanitaire. Aussi, parce qu'on nous nourrit de cette idée d'environ 30 000 manifestants iraniens tués en Iran. C'est assez fou jusqu'où ces gens vont. Tu veux que ce soit moi qui réponde, ou Heiner? Peut-être Rainer, ouais. Écoutez, quand ils disent ça, eh bien, moi aussi j'ai des contacts en Iran et j'ai été interviewé plusieurs fois par l'IRIB. Bon, ce sont des officiels, mais j'ai aussi des contacts privés par l'intermédiaire d'amis ici, qui ont de la famille là-bas. Ce ne sont pas des partisans du régime des mollahs, mais ce sont des Iraniens, des patriotes iraniens. Et ils ont appelé chez eux. J'ai entendu des réactions similaires d'autres personnes. Alors, tout cela reste anecdotique, d'une certaine manière, mais que reçoit-on d'autre de l'autre camp? Je veux dire, c'était assez clair. Qui était-ce déjà? Je crois que c'était Pompeo qui a dit « Nous sommes derrière vous et le Mossad est derrière vous ». Même les Israéliens ont dit « Nous vous aidons ». Les aider avec qui? Probablement avec les Moudjahidines du peuple. With whom are they helping them? With the MEK, probably. Now, the MEK was not so long ago. Or, le MEK figurait il n'y a pas si longtemps, enfin il y a quelques années tout de même, sur la liste américaine des organisations terroristes. Mais lorsque les Américains peuvent se servir des terroristes, ceux-ci deviennent soudainement des combattants de la liberté modérés, comme on l'a vu en Syrie. En Syrie, les terroristes d'Al-Qaïda dirigent en réalité le gouvernement avec le soutien américain. Ainsi, ce qui s'est passé en Iran n'est pas un soulèvement populaire. Et l'idée d'avoir des troupes au sol, en parlant du MEK et d'autres, j'ai vu les vidéos en fait, ils se cachent derrière ou tirent depuis la foule, attaquant les services de sécurité. C'était le Maïdan répété en Iran. Exactly. Yeah. Donc bien sûr, des civils auraient été tués, mais pas de cette façon. Je veux dire, c'était ridicule. Il y avait cette compétition pour savoir qui pouvait annoncer le plus grand nombre de victimes. Pourquoi pas 300 000? Le suivant encore plus haut. C'était juste pour exciter la population. Il n'y a aucune preuve de cela. Et nous savons que les troupes au sol pensaient qu'on pourrait alors intervenir, à la manière du Venezuela, kidnapper Khamenei ou quelqu'un d'autre, l'éliminer, et ensuite le régime changerait. Et puis ces troupes au sol, les Moudjahidines du peuple et d'autres agents, etc., créeraient le chaos, et ces choses se produiraient. Les Iraniens ne sont pas prêts pour ça. Je veux dire, la majorité de la population n'est pas prête pour ça. Et même si cela s'était produit, et après, quel aurait été le résultat de ce glorieux, super méga raid sur Caracas? Raid into Caracas. Yeah? Okay, they nabbed Maduro. They showed all. D'accord, ils ont attrapé Maduro. Ils ont montré, oh, regardez, nous pouvons faire ça. Mais qu'est-ce qui en est sorti? Qu'est-ce qui en réalité en est sorti sur le terrain? Et c'est même ce que montre la stratégie. Le problème, c'est que Trump même la population des États-Unis ne se demande pas ce qui s'est passé au Venezuela. De quoi s'agissait-il? De quoi s'agissait-il avec le Groenland? Trump a eu deux revers, en gros, deux revers. Il a besoin d'un succès. Et cela pourrait être, même s'il bombarde à nouveau et déclare une victoire en Iran, bombarder encore et encore toutes les installations nucléaires qu'ils étaient déjà absolument certains d'avoir détruites la dernière fois. Mais les Iraniens doivent être vraiment, vraiment doués, car ils les ont tous reconstruits entre-temps. Alors les Américains doivent les détruire à nouveau,
larguer quelques bombes, déclarer la victoire et repartir. Sauf que les Iraniens ont dit « Nous ne rejouerons pas à ce jeu-là ». Ils l'ont fait une fois, et je pense que c'était une erreur d'accepter le cessez-le-feu immédiatement. Stratégiquement, ils auraient dû continuer au moins quelques jours de plus pour montrer au monde entier où se situent Israël et les Américains. Cela aurait empêché l'escalade actuelle, mais je pense qu'ils ne vont pas simplement rester les bras croisés et encaisser la frappe sans réagir. Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Tu sais, Thomas, cela nous ramène encore une fois à cette idée de guerre cognitive. Bien sûr, toute l'offensive médiatique que nous avons vue et que tu as si bien décrite dans la première partie fait en réalité partie de l'attaque, de tout ce que les États-Unis utilisent pour provoquer un changement de régime. Elle est dirigée contre la population iranienne, contre le gouvernement iranien, contre les gouvernements européens et contre les opinions publiques européennes. C'est une attaque totale, moderne, typique de 2026, une forme de guerre menée contre l'autre camp, à ceci près que pour l'instant, les missiles ne volent pas. Et cela devient de plus en plus sophistiqué à cause des réseaux sociaux. Nous avons tous des empreintes numériques et ils connaissent nos profils psychologiques mieux que nous ne les connaissons nous-mêmes. Ils connaissent même les cycles que nous traversons afin de pouvoir nous cibler avec une précision extrême. Ils peuvent te cibler, Pascal, différemment de Rainer, et ils me ciblent différemment de vous deux, messieurs. Et c'est là que réside la partie effrayante. Ils font cela avec des moyens psychologiques très sophistiqués, n'est-ce pas? L'objectif principal de la propagande est de faire en sorte que personne ne détecte qu'il s'agit de propagande. Ce qui, en Occident, comme je l'ai dit au tout début, a été une réussite. Parce qu'en Occident, nous ne croyons pas avoir de propagande. Seuls les Russes et les Nord-Coréens, n'est-ce pas? Voilà où nous en sommes. Non, il faut des personnes qui l'ont déjà vu pour pouvoir le reconnaître. Rainer, s'il te plaît. Mais il y a la propagande, et puis il y a le monde réel. Et le monde réel, la véritable réalité, finira par l'emporter. Si cela tourne à l'affrontement, ce sera aussi un réveil brutal pour nous. Je veux dire, nous serons touchés si le détroit d'Ormuz est fermé et que nous n'achetons plus de pétrole ni de gaz russe, bien sûr. Ce sera très difficile pour l'Allemagne également. Quoi qu'il en soit, vous connaissez sûrement l'art de la guerre de Sun Tzu. Pas l'art de la négociation, mais l'art de la guerre. L'un des principes essentiels de Sun Tzu est que lorsqu'un chef de guerre s'engage sur un terrain, il est important de connaître bien les blesses et les forces de son adversaire. Mais il est encore plus important de connaître ses propres faiblesses et ses propres forces. À cet égard, que ce soit en Ukraine ou maintenant en Iran, l'Occident ou les États-Unis ont échoué sur les deux plans. Ils vivent encore dans la peur, avec cette idée que nous sommes toujours la superpuissance, nous avons toujours l'armée la plus puissante et la plus brillante du monde, nous pouvons encore faire ce que nous voulons. Oui, ils peuvent encore faire ce qu'ils veulent dans leur propre hémisphère. Mais pour des raisons purement logistiques, les Russes et les Chinois sont très réticents à mener une guerre de l'autre côté du globe contre un adversaire aussi puissant. Les Américains restent très puissants, surtout grâce à leur principale force. Leur principale force de projection de puissance, c'est la marine, et elle demeure sans égale. Ce n'est que lorsqu'ils s'approchent de la Chine ou de la Russie, je crois que l'ancien ministre de la Défense russe, Shoigu, l'a très bien formulé dans un discours en 2015, qu'il a dit « Nous n'avons pas besoin de porte-avions, nous avons besoin de tueurs de porte-avions. » Et ils ont atteint cet objectif avec leurs nouvelles armes tueuses de porte-avions.
Dans un véritable cas de guerre, ces porte-avions In a real case of war, those aircraft carriers don't even get within reach with. Si les porte-avions américains se dirigeaient vers la frontière russe, je pense qu'ils n'arriveraient probablement même pas au milieu de l'Atlantique. Il en va de même pour la Chine. Et on peut d'ailleurs le constater, car si l'on regarde les prévisions budgétaires, la liste de souhaits sur 5 ans du Pentagone, on n'y voit aucun nouveau porte-avions. À la place, il y a davantage de petits navires, de préférence automatisés, de plus grands drones, des drones marins, parce qu'ils ont compris ce qui allait arriver aux grands navires. Ce sont des cibles faciles à l'ère moderne. Si vous me permettez, très brièvement, j'aimerais revenir sur quelque chose que Rainer vient de dire. Sun Tzu et l'art de la guerre. Alors, Rainer vit en Allemagne, je crois, non? Les Allemands ont un mot, Putin-Verster. Je veux dire, cela a un lien avec la guerre cognitive, non? La population allemande a été tellement endoctrinée qu'elle pense que quelqu'un qui comprend Poutine, un Putin-Verster, est un idiot, un traître ou je ne sais quoi. Mais la règle la plus élémentaire en matière de guerre, c'est qu'il faut comprendre son adversaire. On voit même des autocollants sur les voitures, Putain, Verster ou ce genre d'autocollants. C'est complètement fou. Eh bien, pendant la guerre froide, nous en avions. Nous les appelions des kremlinologues, l'équivalent des experts de Poutine d'aujourd'hui, si vous voulez. Nous en avions toute une armada. Ils occupaient des chaires importantes dans les universités et nous les invitions avec l'OTAN à échanger des idées. La réflexion était stratégique, axée sur le changement. De l'économie à la politique, en passant par les développements militaires, nous devions savoir ce qui se passait, et réciproquement. La même chose se produisait en Russie. Le plus important n'est pas seulement de savoir, mais de comprendre comment les pièces de la mosaïque s'assemblent pour former l'ensemble. Nous devons comprendre. Oui, les mécanismes par lesquels les décisions sont prises. Sinon, on ne peut pas faire de prévisions précises. Mais il semble qu'en ce moment, nous subissions aussi une attaque en règle, une offensive contre notre capacité à comprendre et à faire exactement cela, n'est-ce pas? Et par nous, j'entends nous, le grand public sur le terrain. On nous dit, vous ne devez même pas essayer de comprendre les mécanismes derrière la prise de décision. Laissez simplement l'IA prendre la décision pour vous. Laissez l'intelligence artificielle décider à votre place. C'est bien plus intelligent que la personne ordinaire. Nous traversons un moment vraiment fou. Rainer, j'aimerais que tu restes encore un peu pour qu'on puisse faire un segment de plus. Mais Thomas, merci beaucoup de nous avoir consacré toute une heure de ton temps. Pour ceux qui veulent découvrir ton travail, ils devraient aller voir ta chaîne YouTube. C'est vraiment... Puis-je simplement te demander, Thomas, où habites-tu? Où habites-tu, Thomas? Je vis aux Pays-Bas. Quel pays viens-tu, Thomas? Eh bien, je préférais garder ça hors ligne. Mais Rainer, une petite question. J'aimerais beaucoup t'inviter dans mon émission, si tu es intéressé. D'accord? Sûr. D'accord, je vous crois. Oui, je crois le monsieur maintenant. Juste un dernier commentaire, je le répète. Si quelqu'un veut le guide pratique pour apprendre à analyser les titres, comme je l'ai décrit, contactez-moi via Substack. Très simple. Rainer, ce fut un plaisir de parler avec vous. Et merci Pascal de m'avoir invité. Toujours un plaisir. Merci beaucoup Thomas. À la prochaine. Merci. Au revoir. Thank you very much, Thomas. See you next time. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.
Au revoir. Et encore une fois, Thomas Karat. Il est sur Cube Analytics sur YouTube et il a un Substack. Tout le monde peut le trouver là-bas. Et maintenant, Rainer, maintenant qu'il n'y a plus que nous deux, peut-être pourrions-nous revoir ta comparaison des nombreuses fois où les États-Unis ont déjà menacé l'Iran sans que rien n'en résulte. Parce que tu avais d'autres exemples. 2007 n'était qu'un cas. Il y a eu d'autres moments où les États-Unis faisaient des choses similaires. 2012. L'un s'est produit sous Bush, l'autre sous Obama, et le plus grave a eu lieu sous Obama en 2012. Tout tournait encore autour de la question nucléaire. L'Iran a signé le traité de non-prolifération, mais une partie de ce traité accorde à chaque pays le droit d'enrichir l'uranium au niveau nécessaire à des fins civiles. Et toutes les personnes atteintes de cancer ou d'autres maladies, même dans nos pays, ici en Allemagne, utilisent de l'uranium enrichi dans un certain nombre d'applications médicales. Il est également utilisé dans la technologie et, si je suis bien informé, même dans une certaine mesure pour aider à empêcher les aliments de se détériorer trop rapidement, et ainsi de suite. From perishing faster, etc. Anyway, there are a whole lot of civilian. Quoi qu'il en soit, il existe de nombreuses applications civiles pour lesquelles on a besoin d'uranium enrichi. Or, les Israéliens, et donc les Américains en particulier, veulent que les Israéliens restent la seule puissance nucléaire dans cette région. Je peux comprendre cela. Ils veulent pouvoir rester la seule puissance nucléaire là-bas, ce qui leur confère, disons, une influence politique très particulière. Cela leur donne beaucoup d'influence politique dans cette région. Maintenant, ils veulent imposer un arrêt total à l'Iran, afin que l'Iran n'enrichisse pas du tout d'uranium, parce qu'ils disent qu'une fois que l'on commence, on ne peut pas vraiment contrôler jusqu'où ils vont, où ils s'arrêtent. Très bien. Par conséquent, pour contrôler cela, nous avons AIUA, l'Agence canadienne de atomique. Et ils avaient un accès libre en Iran. Non seulement un accès libre, ils étaient bien sûr autorisés à installer des caméras partout, pas seulement des appareils photo, mais des caméras vidéo diffusant en continu, contrôlées et connectées via Internet. Depuis combien de temps avons-nous Internet? 20 ans ou plus? 25 ans ou davantage? Non, je l'avais déjà dans mon bureau en 1993. Grâce à Internet, ils étaient connectés de manière à pouvoir surveiller tous les allées et venues dans les zones sensibles, souterraines bien sûr, les parties critiques des installations d'enrichissement. Or, pour cela, il faut un certain type de centrifugeuse, et ainsi de suite. Donc même l'achat de centrifugeuses, très spéciales, pouvait être surveillé, et ainsi de suite. C'est donc l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a, à plusieurs reprises, publié des déclarations affirmant que tout allait bien. Aucun problème. L'Iran ne faisait rien de contraire à ce qu'il avait promis ou signé. Mais, vous savez, le droit international ne signifie pas grand-chose pour les États-Unis. Cela a été prouvé à maintes reprises. Et pour leur protéger, Israël, encore moins. Ils voulaient donc empêcher l'Iran de poursuivre le processus d'enrichissement. Il y a eu des propositions selon lesquelles l'Iran devrait faire effectuer cette étape dans d'autres pays, puis importer le matériau prêt à l'emploi. Mais les Iraniens ont répondu « Non, non, nous avons été soumis à des sanctions et à des restrictions à l'exportation tant de fois. Nous voulons disposer de notre propre capacité et de nos propres moyens. » Donc en conséquence, c'est ce qui arrive quand on fait un direct et que le téléphone se met à sonner. Tout le monde, on s'habitue encore à faire des directs ici à Neutrality Studies. Mais Rainer, oui, du coup... En conséquence, ils ont essayé de faire pression sur l'Iran par la force,
en plaçant un groupe de combat de 3 porte-avions devant la frontière iranienne. En gros, en leur mettant un pistolet sous le nez. En plus de cela, déjà sous Obama, une exigence supplémentaire avait été ajoutée, que les Iraniens cessent de développer des missiles de moyenne portée capables d'atteindre Israël. Et les Iraniens ont répondu « Pas question, pas question. C'est notre garantie de pouvoir riposter contre Israël s'il nous frappe. » Et c'est toujours la situation actuelle. Je veux dire, Trump ne veut ni capacité nucléaire, ni missiles capables d'atteindre Israël. Ce que Trump veut réellement, c'est que l'Iran se soumette complètement. Et en réalité, ce qu'ils veulent, c'est un changement de régime. Pour cela, ils ont même ressorti cette plaisanterie du fils du Shah. Il a l'air d'une blague. Il a l'air d'une blague. Chaque fois qu'on le voit, il y a un drapeau iranien derrière lui, et on se dit que ça doit être quelque part dans un bunker ou quelque chose comme ça. Je veux dire, ça donne juste une mauvaise impression. Il a mauvaise mine. Mais bon. Non, je veux dire, de ce point de vue-là, il ne s'est rien passé parce que c'était déjà en 2012, l'affaire. Si tu veux, je peux t'envoyer ce que j'avais écrit à l'époque à ce sujet. As-tu la possibilité de le publier sur ta page web? Je peux. Si tu me l'envoies, je peux le faire circuler, oui. Oui, si ça t'intéresse, je ne cherche pas à te convaincre, mais tu peux voir comment l'armée américaine, dans plusieurs déclarations de haut gradé que j'avais recueillies à l'époque, surtout des chefs d'état-major, disait « Nous ne voulons pas les toucher parce qu'ils ont la capacité de vraiment nous faire mal. » Bien sûr, dans une guerre totale, les Américains battraient l'Iran, mais à un coût incroyable. Tu vois, c'est bien connu en matière de guerre. Si tu attaques seulement depuis les airs, tu ne changes rien sur le terrain. En fait, pense aux Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont bombardé les grandes villes, attaqué encore et encore. Est-ce que ça a changé le régime? Je veux dire, ils espéraient que ça changerait le régime. Non, la population s'est même ralliée, sans vraiment savoir pourquoi, autour du régime. La même chose s'est produite en Irak ou dans d'autres endroits où ils ont bombardé, ou en Corée du Nord. Ils ont bombardé des zones civiles, Hanoï, etc. Est-ce que cela a conduit la population à dire « Non, non, nous devons nous débarrasser de notre direction et faire une révolution, et ainsi de suite ?» Non, ce n'est pas arrivé. Cela ne s'est jamais produit, encore et encore, mais ils continuent pourtant à le faire. Donc, s'ils menaient une longue campagne de bombardement, aucun Américain au Moyen-Orient ne serait plus en sécurité. Exactement. Et Israël non plus. Pas nécessairement à cause des missiles iraniens. Ce n'est pas suffisant. Parce qu'en 2012, dès le premier mois, environ 25 000 Iraniens se sont inscrits dans un bureau spécial comme kamikaze à envoyer un peu partout. Maintenant, réfléchissez. Combien de minorités chiites y a-t-il au Moyen-Orient? Même en Arabie Saoudite, il y a une importante minorité chiite, donc partout au Moyen-Orient. Ce n'est qu'un aspect particulier. En s'approchant, on trouve le détroit d'Ormuz. Si l'on regarde la géographie, c'est un peu comme la Norvège avec de profonds fjords, pas aussi hauts mais très profonds avec des grottes. Et depuis ces endroits, on peut lancer des missiles. De là, soudainement, de petits bateaux, un essaim de petits bateaux, peuvent surgir. L'un d'eux pourrait tirer un Shkval, l'un de ces soi-disant missiles sous-marins. Même s'il fait beaucoup de bruit, il se déplace à 350 ou 360 km à l'heure. Il est extrêmement rapide. Il atteint sa cible très vite. Le détroit d'Ormuz paraît vaste, relativement large, mais en réalité c'est un détroit très étroit. Seulement environ 1,5 km de large aux endroits où la profondeur permet le passage de grands navires.
Cela peut être facilement contrôlé. Toutes sortes de mines et de dragueurs de mines peuvent être pris pour cible depuis la côte. Pour arrêter les tirs venant de la côte, les marines américains devraient intervenir et nettoyer chaque petit fjord, et ainsi de suite. Cela entraînerait de lourdes pertes, s'ils parvenaient même à le faire. Et même dans ce cas, ils devraient rester sur place. Sinon, les Iraniens reviendraient. Donc, s'ils restent, ils deviennent vulnérables et seront attaqués. Ils devraient alors avancer un peu plus à l'intérieur des terres pour sécuriser la zone, et ces positions seraient à nouveau attaquées. On se retrouverait entraîné toujours plus loin et de plus en plus vulnérable. Autrement dit, quelle que soit la manière dont on envisage la situation, on a la mauvaise carte en main. Donc, c'est pour des troupes au sol ou pour une guerre de proximité. C'est un scénario cauchemardesque pour les États-Unis. Pour l'armée. Et nous savons déjà qu'ils en sont conscients. Par exemple, ils ont ordonné au personnel non essentiel de leur base au Qatar de partir immédiatement. Bien que, bien sûr, cela puisse aussi faire partie de la guerre cognitive, façonner l'idée qu'une attaque est imminente. Et vous savez, il est encore possible que les États-Unis croient, ou du moins que Trump et son entourage croient, que s'ils parviennent simplement à tuer l'ayatollah. Et peut-être, disons, le Premier ministre, plus le ministre des Affaires étrangères, le plus haut niveau, pour mener une sorte de frappe de décapitation, comme Israël a réussi à tuer Nasrallah au Liban. Cela, tu sais, ça suffirait. Tu vois, comme avec le Venezuela, nous leur avons montré, nous les avons tués, et maintenant, mission accomplie. Est-ce quelque chose que tu pourrais imaginer qu'ils cherchent à faire? Bien que tu aies déjà précisé que les Iraniens ont dit « Si nous sommes attaqués, nous irons jusqu'au bout et nous ne vous laisserons pas vous en tirer. » Donc ce ne sera pas juste une petite attaque, ce sera la guerre. Si quoi que ce soit touche notre territoire. Comme je le dis, je ne peux pas exclure la folie. Je veux dire celle des États-Unis, des politiciens américains. En repensant à mon temps au siège de l'OTAN, j'ai eu beaucoup à faire avec l'Amérique et avec des officiers de haut rang. J'étais un civil, mais sur le plan militaire, mes homologues étaient du rang de colonel ou de général. Donc j'ai eu pas mal de contacts avec l'armée américaine. Et ils m'ont toujours frappé, car venant de la gauche en Allemagne, on entendait toujours « Oh, ces horribles soldats américains, les militaires ». Non, non, non. Comparé à leurs dirigeants politiques, c'étaient des pacifistes. Et c'était vraiment clair, tout à fait clair, qu'ils connaissaient la guerre. Beaucoup d'entre eux avaient des enfants en uniforme. Ils étaient assez âgés pour avoir des enfants en uniforme. Ils ne voulaient pas de guerre. Bien sûr, pour impressionner, encore une fois, Sun Tzu, la meilleure guerre est celle que l'on peut gagner sans tirer un seul coup de feu. Je veux dire, si vous impressionnez les autres, au point d'avoir les meilleures armes, etc. C'est ce qu'ils voulaient, et en avoir encore plus, très bien. Mais ils étaient comparés aux dirigeants civils, réticents au risque. Heureusement. Je veux dire, c'est ce que j'ai généralement constaté chez les militaires. Point final. C'est fascinant, parce que bon, le fait est que certains des dirigeants militaires, certains des dirigeants civils dans les cabinets américains viennent en réalité d'un milieu militaire. Mais ce sont souvent ceux-là qui prononcent les discours les plus belliqueux, qui correspondent au profil général de va-t-en-guerre qu'un civil comme M. Pompeo a bien sûr apporté à la première administration Trump. Oui, eh bien, ou le type avec la grande moustache, c'était un responsable de la sécurité nationale, M. Bolton. M. Bolton, oui, M. Bolton, etc. Il n'avait aucune expérience militaire sur le front, et ainsi de suite.
Non, mais pour eux, la guerre, c'est quelque chose qu'ils voient probablement dans les films hollywoodiens, bien installés dans leur fauteuil. Et s'ils sont dans des think tanks, eh bien, moi aussi, je préfère lire les rapports d'un think tank que j'apprécie, mais je lis aussi les autres. Mais s'ils lisent des think tanks comme l'Institut de la guerre, dirigé par des fanatiques de la guerre enragés, alors bien sûr, ils pensent que tout va bien. Et il faut écouter les gens du Congrès. Ils pensent encore qu'ils sont l'hégémon, qu'ils peuvent dicter et s'en tirer comme ça. C'est ça le problème. Ils ne connaissent pas les forces et les faiblesses de leur propre situation, ni la montée en puissance de l'adversaire. Puis-je vous poser encore une question? D'accord, nous avons déjà vu cela auparavant. Vous dites que la montée en puissance était déjà présente en 2012 et aussi sous l'administration Bush. Beaucoup d'analystes affirment que si Donald Trump se désengage maintenant, il perdra la face, que la faiblesse des États-Unis sera exposée aux yeux de tous. Comment ont-ils géré cela en 2005 et en 2012? That's a good question. C'est une bonne question. I cannot remember. Je ne me souviens plus comment ils l'ont dissous. Je crois qu'il n'y avait pas de parti particulier. Je m'en souviendrai si quelqu'un était venu trancher le nœud gordien. Je ne m'en rappelle pas, mais c'est une bonne question. Il faudra que je me renseigne à nouveau. Mais bien sûr, vous avez raison de dire que beaucoup de gens pensent que Trump a désormais, comme je l'ai mentionné plus tôt, une série d'échecs derrière lui. Et ce serait probablement le prochain si les choses allaient dans ce sens. D'un autre côté, si l'on regarde la situation dans son mouvement MAGA, et la dernière fois que j'ai vu cela, c'était il y a quelque temps, ils étaient très opposés aux guerres étrangères. Je veux dire, la situation entre les partis politiques aux États-Unis s'est inversée. Autrefois, c'étaient les démocrates, plutôt les démocrates, qui s'opposaient aux guerres étrangères, tandis que les républicains étaient enthousiastes, du genre « Nous devons utiliser notre belle armée, pourquoi payer autant pour elle si nous ne pouvons pas nous en servir ?» C'était plus ou moins littéralement une phrase de Madeleine Albright à l'un de ses généraux lors d'une réunion du cabinet. Donc voilà. Mais pour en sortir, je ne sais pas. C'est justement ce qui rend la situation si dangereuse, qu'ils puissent malgré tout essayer, qu'ils puissent donner l'ordre. Oui, je veux dire, il se peut qu'il ait alors le sentiment qu'il doit y aller. D'un autre côté, Donald Trump est Donald Trump. Il peut simplement dire « Je déclare la victoire, j'ai accompli tout ce que je voulais » et s'en retirer. Et vous savez, il peut dire ce qu'il veut. Il n'y a plus de conséquences à ses prises de parole. Mais pour cela, il devrait lancer quelques bombes afin de déclarer la victoire. Et si l'on regarde l'attaque précédente, qui était essentiellement une mise en scène, il est possible, je ne sais pas, mais je n'exclurai pas que les Russes aient aidé à l'organiser. Je peux imaginer que les Russes aideraient à organiser quelque chose de similaire à nouveau, afin que Trump puisse s'en sortir, lancer quelques bombes dans le désert iranien, prétendre qu'il s'agissait d'une autre installation nucléaire importante, puis se retirer. Cela aiderait les Russes, les Chinois, les Américains, cela aiderait tout le monde. Cela aiderait même les Israéliens, car ils ne sont pas prêts pour une nouvelle conflagration avec l'Iran. Ils ont épuisé leur stock de missiles et de défense. Je veux dire, ils restent vulnérables. Donc, votre évaluation générale est que sur le terrain, l'intérêt de toutes ces parties devrait être d'en sortir, même si, au niveau politique aux États-Unis, nous n'en savons rien, mais qu'au niveau militaire, elles doivent être conscientes que sortir de cette situation est en réalité dans leur intérêt. Peut-être une question de plus, car cela me trottait dans la tête. Si les Iraniens attaquent cette armada,
cette flotte navale, disons que l'impensable se produise et qu'ils parviennent à couler le porte-avions. Mis à part la catastrophe écologique, cela ne serait-il pas une raison pour les États-Unis de commencer à utiliser des ICBM, c'est-à-dire de tirer directement depuis le territoire américain sur les Iraniens? Est-ce envisageable, selon vous? Ce serait un obstacle majeur. Immédiatement, les voyants rouges s'allumeraient en Russie, car ils ne pourraient pas discerner. Je veux dire, l'Iran n'est pas si loin si l'on regarde le globe. Et des ICBM lancés dans la direction générale de la Russie pourraient poser un sérieux problème. L'ICBM n'a un effet plus significatif que grâce à son ogive nucléaire. En termes de TNT ordinaire, eh bien, peut-être qu'il peut pénétrer profondément sous terre, peut-être pas. Nous n'en savons même rien. Normalement, la seule façon, par exemple, d'atteindre des profondeurs souterraines, comme les Israéliens l'ont montré au Liban, à Beyrouth, lorsqu'ils ont visé Nasrallah, consistait à larguer ces bombes à pénétration profonde, au même endroit encore et encore, jusqu'à atteindre la cave située sous un immeuble de grande hauteur. At the same place again and again. So they actually work themselves through. Ils ont donc réellement progressé à travers les décombres, à travers le cratère, frappant le même endroit encore et encore. Je pense qu'il a fallu environ 7 bombes avant qu'ils n'y parviennent. Mais un ICBM en lui-même est plus dangereux, et l'effet, s'il était simplement chargé de TNT, les explosifs puissants sont des matériaux plus forts que le TNT, mais on les mesure tout de même en unités de TNT. Donc, l'utilisation du missile coûterait plus cher que l'effet qu'on en obtiendrait, disons-le ainsi. D'accord. Il en va de même si l'on prend un missile standard, le missile THAAD, combien déjà 12 millions et demi, 17 millions chacun. Et si l'on veut être sûr, on en tire normalement 2 contre un missile entrant. Cela fait quoi? 25 millions pour intercepter un missile iranien bon marché. Ce n'est pas logique, n'est-ce pas? Donc, même le facteur coût ne justifie pas ou ne rend pas logique pour les États-Unis d'entrer réellement en guerre avec l'Iran. Je veux dire, tout joue contre cette situation, contre cette option. Cependant, vois-tu un scénario dans lequel les États-Unis, s'ils pouvaient faire croire que c'est l'Iran qui a tiré le premier, que c'était une attaque non provoquée, pourraient activer l'article 5 de l'OTAN et dire « Maintenant, envoyez-nous tous les navires que vous avez » et ainsi mobiliser toute l'OTAN contre l'Iran. Je pense que c'est pas le script de Wender-Kaiser, il faudrait que je le vérifie. Je pense pas que ce soit au-delà de la limite. Il n'y a rien d'automatique là-dedans. Oui, pour tous ceux qui regardent, le traité de l'OTAN contient une clause précisant que le territoire de l'OTAN se limite à l'Europe et à une certaine latitude, pas en dessous. Et l'Iran se trouve probablement en dessous de cette latitude. Donc en un sens, même pour impliquer les Européens, il faudrait recourir à une propagande massive, vraiment massive. Il est donc peu probable que les États-Unis puissent étendre le conflit latéralement à d'autres membres de l'OTAN. Ouais, eh bien oralement, je veux dire, l'UE s'est déjà précipité au ACC déclarant que... Ouais, c'est vrai. Et ce sont des satellites, juste des satellites à ce stade. Ils font tout ce que le patron dit. J'ai ri quand les Iraniens ont riposté à leur tour et ont déclaré les armées européennes comme organisations terroristes. Donc oui, non mais je ne... À part ça, l'article 5 a un certain aspect automatique, mais il n'inclut pas d'obligation militaire explicite. Aucun pays n'est tenu par l'article 5 d'apporter une aide militaire. L'article 5 demande une assistance selon les moyens et les possibilités de chaque pays. Et cela peut simplement être une note de protestation diplomatique pour satisfaire à l'exigence de l'article 5,
qui est un peu stylisé comme « Nous marchons tous au pas, armes prêtes », mais ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, oui. Non, vous avez tout à fait raison. Et vous savez, d'autres personnes, y compris Jack Matlock, ancien ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union soviétique, ont d'ailleurs dit que les gens devraient vraiment lire le traité de l'OTAN avant de tirer des conclusions sur ce qu'il dit. Et plus important encore, à l'origine, lorsque l'OTAN a été créée, les Français, les Britanniques et les anciennes puissances coloniales étaient tous intéressés par l'idée d'étendre l'OTAN, l'article 5 en particulier, afin de rendre obligatoire l'assistance militaire au-delà de cette ligne de latitude. Et pour de très bonnes raisons, les Américains ont dit « non, non, non ». Car à cette époque, les Européens menaient encore des guerres coloniales. C'est le même type de raisonnement que Zelensky adopte aujourd'hui. Si seulement je pouvais être dans l'OTAN, je pourrais poursuivre mon combat avec l'aide de l'OTAN. L'OTAN se battrait pour moi. Non, ce sont les Américains qui s'y sont opposés. Ils ne voulaient pas être entraînés là-dedans. À l'époque, souvenez-vous, les Américains ne voulaient payer aucun prix en termes d'image publique, ni être associés aux anciennes puissances coloniales. Tu sais, Rainer, l'histoire a cette étrange manière de créer des ironies tout à fait bizarres. L'une d'elles, c'est quand on regarde le Japon. Ce sont les Américains qui ont rédigé l'article 9 de leur constitution. Même si, je dois le dire, il y avait quelques Japonais très importants qui travaillaient en coulisses là-dessus. Mais l'article 9 stipule que le Japon ne maintiendra pas de force militaire, n'est-ce pas? Il défendra la patrie uniquement sur son propre territoire, jamais à l'étranger, sans vouloir offenser personne. Et aujourd'hui, ce sont les Américains qui ne cessent de dire « Pourquoi ne voulez-vous pas en faire plus pour l'Alliance? Vous devriez en faire davantage. » Et en fait, nous avons eu un Premier ministre intelligent avant l'actuel, qui a un jour dit « Vous savez quoi, les Américains, vous avez raison. » Ce n'est pas un accord équitable, parce que si nous sommes attaqués, vous devez nous aider. Si vous êtes attaqués, nous ne sommes pas obligés de vous aider. Ce n'est pas un accord équitable. Rendons-le équitable. Nous vous aidons si vous êtes attaqués. Mais en échange, nous avons des troupes japonaises sur le sol continental des États-Unis. Oui, ce qui était bien sûr totalement hors de question. Mais vous savez, certains politiciens ont un peu plus de liberté de parole que d'autres, parce que les Européens sont malheureusement complètement captifs. Mais Rainer, ton analyse ici a vraiment permis de remettre les choses en perspective. Pour les personnes qui veulent lire davantage de tes travaux, où devraient-elles aller? Russia Today ou sur ma page Rainer Rupp. Je mettrai un lien vers votre page d'accueil dans la description de la vidéo issue de cette discussion en direct. Rainer Rupp, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci Pascal, ce fut un plaisir. Et merci à tous de nous avoir rejoints pour ce direct. Si vous regardez le replay, n'oubliez pas de consulter les liens ci-dessous. Merci de nous aider et de nous soutenir en vous abonnant sur Substack. Vous savez que YouTube m'a récemment banni, et cela nous aide vraiment d'obtenir des abonnements sur Substack afin que nous puissions avoir vos adresses e-mail et rester en contact. C'est pascallotaz.substack.com. Il vous suffit de taper Pascal Lotaz ou Neutrality Studies Substack sur Google et vous le trouverez. Ou bien de scanner ce code ici pour y accéder aussi. Merci beaucoup pour votre attention, merci pour votre soutien et à la prochaine.